Bonjour à tous, alors aujourd'hui un cours sur l'indépendance et les nouveaux États, donc aujourd'hui la décolonisation de l'Empire colonial français, sachant que le programme d'histoire de troisième nous invite surtout à parler de la guerre d'Algérie et de l'indépendance de l'Algérie. Alors quelques petits repères chronologiques. L'Algérie est un territoire français depuis sa conquête en 1830. Il faudra un certain temps pour en faire la conquête complète, mais on peut dire que l'Algérie est française depuis 1830. Donc au moment de sa décolonisation, on en est presque à 150 ans de présence française sur le territoire algérien. On a déjà vu dans une première partie qu'il y avait dès le 8 mai 45 des réclamations, des revendications pour l'indépendance, et cela s'était marqué par des massacres à Sétif le 8 mai 1945. Officiellement, il faut aussi mettre un contexte, même si on ne va étudier que la guerre d'Algérie, tous les autres territoires de l'Empire colonial français vont réclamer également leur indépendance. 1954, c'est la fin de la guerre d'Indochine qu'on va appeler désormais le Vietnam. Et c'est l'année même où le Vietnam obtient son indépendance que va débuter la guerre d'Algérie que l'on étudie aujourd'hui. Alors, d'abord comprendre pourquoi on parle essentiellement de l'Algérie quand on parle de la décolonisation de tout l'Empire français. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on s'attache en troisième surtout à l'Algérie plutôt qu'au Sénégal, plutôt qu'au Cameroun, plutôt que à l'Indochine? Eh bien pour une raison très simple, c'est que l'Empire colonial français, la perle de l'Empire colonial français, c'est l'Algérie. Les Français peuvent admettre, et d'ailleurs se désintéressent du sort de l'Indochine, ils peuvent accepter le départ du Maroc, de la Tunisie, mais l'Algérie, elle, a une place à part. Alors, on pourrait le marquer par une phrase, alors, qui a été souvent reprochée à ce personnage, qui à l'époque est ministre de l'Intérieur et qui deviendra plus tard président de la République. Vous avez une petite vidéo sur ça. Le ministre de l'Intérieur François Mitterrand déclare, alors que les combats en Algérie viennent de débuter, l'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. L'Algérie, c'est la France. Alors, comment expliquer cette phrase au-delà de tout aspect polémique? Bien essentiellement, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à mémoriser aujourd'hui, à visualiser aujourd'hui. L'Algérie, c'est un département français. Il y a même plusieurs départements algériens. Vous avez le département d'Alger et vous avez d'autres départements. Je passe les petits détails techniques parce que le nombre de départements algériens va évoluer dans le temps. Mais voilà, vous avez un département de l'Indre-et-Loire, vous avez un département du Loir-et-Cher, vous avez un département du Finistère, vous avez un département d'Alger en 1954. D'où la phrase l'Algérie, c'est la France. C'est pas le cas de l'Indochine. L'Indochine n'est pas un département français, c'est une colonie. Ce n'est pas le cas du Maroc. Le Maroc n'est pas un département français. Le seul département dans cet empire colonial, c'est véritablement l'Algérie. Deuxième aspect qui montre l'importance de l'Algérie, c'est cette photographie qui est un petit peu kitsch. Elle représente une salle de classe en 1913, mais elle illustre parfaitement, elle montre parfaitement pourquoi les Français sont attachés à l'Algérie plutôt qu'à tous les autres territoires de l'Empire colonial. Alors d'abord parce qu'elle correspond à la vision colonisatrice, civilisationniste de la France. La France amène sa civilisation, sa culture, ses valeurs dans l'empire colonial français. Et là, en l'occurrence, elle importe, c'est une image d'Épinal, mais bon, les Français de l'époque y croient, elle apporte l'éducation, la culture française symbolisée par l'école. Donc ici, vous avez un instituteur français qui fait la classe à quelque chose qui est assez surprenant pour l'époque, des élèves qui sont de toute évidence arabes et au premier plan des élèves qui sont de toute évidence européens, d'origine européenne. Bon, c'est pas du tout comme ça, hein. En réalité ils se mélangeaient relativement peu dans les salles de classe et les arabes étaient assez peu scolarisés en 1913. Donc dans la réalité, on avait plutôt des élèves d'origine européenne. Mais voilà, ça c'est une première chose, donc les valeurs de la civilisation française qu'on exporte en Afrique, en particulier en Algérie. Et puis, cette photographie-là nous montre l'importance de la population européenne. Là, on voit bien qu'il constitue quasiment les 2 tiers de la classe. Il n'y a quasiment pas de Français qui vivent en Indochine. Il y a très peu de Français qui s'installent au Maroc, il y a très peu de Français au Sénégal. Le 3 quarts des Français qui vivent dans l'Empire colonial sont installés en Algérie. Alors ces Français qui vivent en Algérie, ils portent un nom qui est assez surprenant, on les appelle les pieds noirs.
Les pieds noirs, c'est le nom. On ne sait pas pourquoi on les appelle les pieds noirs, hein, donc je ne vais pas rentrer dans la question. On pourra le revoir plus tard éventuellement. Mais ces pieds noirs, donc ces Français d'Algérie, sont quasiment 1 million à vivre en Algérie. Donc si on récapitule, l'Algérie c'est un département français. C'est un département, donc on lui inculque les valeurs républicaines, y compris l'école, la République. On pourra le contester un peu plus tard. Et puis troisième idée, c'est quand même la seule colonie française qui possède une forte population européenne, ces fameux pieds noirs que l'on vient de voir. Et puis quatrième point, l'Algérie, c'est quand même la région, la partie de l'empire qui a la réputation d'être la plus prospère, la plus riche, la plus prometteuse pour la puissance française. Alors ici, par exemple, je vous ai trouvé une affiche de 1930, donc pour célébrer le 100e anniversaire de la conquête de l'Algérie, donc l'Algérie conquise en 1830, et 100 ans plus tard, ben voilà le tableau idyllique de la France. Ici, un colon, donc un pied noir qui s'est installé en Algérie, qui est en parfaite amitié avec un paysan arabe, et ensemble, ils vont faire de l'Algérie un pays de grande production agricole, avec du blé. Ça paraît surprenant, mais l'Algérie est le premier département producteur de vin en 1954, ce qui est surprenant parce que les musulmans qui sont majoritaires dans le pays ne consomment pas d'alcool, et la France va en faire la principale région productrice d'alcool, des fruits, des légumes, du blé. Donc ça, c'est la richesse de l'Algérie. Et puis si on regardait d'un point de vue plus anecdotique, ça montre aussi l'héritage de notre empire colonial français. Quand vous buvez une bouteille d'orangina, eh bien, ça rappelle également l'empire colonial. Alors, puisque Orangina, c'est une entreprise algérienne, enfin qui a été fondée en Algérie en 1936, et donc parce qu'évidemment, hein, les oranges, ça ne pousse pas dans le Loir-et-Cher. Ça pousse très très bien dans le département d'Alger, et c'est un petit jeu de mots entre le fruit qui est à l'origine de l'orangina, donc l'orange, et le fait que vous avez énormément de vergers d'oranges dans la région d'Oran, qui est l'une des grandes villes de l'Algérie. Donc un petit jeu de mots entre la ville algérienne d'Oran et le mot Orangina. En 1962, l'Algérie devient indépendante et l'entreprise Orangina va quitter l'Algérie et elle va s'installer à Aix-en-Provence, pas très loin de Marseille où elle est d'ailleurs. Cette usine existe toujours aujourd'hui. Alors ça, c'était l'idéal, la représentation de l'Algérie par les Français, hein. Donc l'Algérie occupe une place très particulière dans le système français. Après, il y a la réalité. Ça, ce serait plutôt l'Algérie coloniale vue par les Algériens. Donc on avait vu que la France apporte les richesses, l'agriculture, apporte la prospérité, apporte l'école. Bon, regardons un petit peu dans la réalité. Alors, selon la terminologie de l'époque, on va différencier les indigènes, c'est-à-dire des populations arabes algériennes, des pieds noirs, c'est-à-dire les populations algériennes européennes. Alors, si on prend la population, il y a un très très fort décalage entre les indigènes et les pieds noirs. On a une population de quasiment, on va arrondir, hein, de 10 millions d'arabes pour à peu près 1 million de pieds noirs. Donc les Européens sont 10 fois moins nombreux que les populations arabes. Et malgré tout, on voit de fortes inégalités. Alors ici, vous avez la mortalité infantile. Alors la mortalité infantile, c'est vous mesurez le nombre d'enfants de moins de 1 an qui sont décédés. Combien d'enfants sont morts avant l'âge de 1 an? Ça nous permet de mesurer l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, l'accès aux hôpitaux. Et on voit ici, alors là vous avez ce symbole-là que vous avez peu l'habitude d'utiliser. Généralement vous utilisez les pourcents. Là ça veut dire pour 1000. Donc ici on vous dit que pour 1000 enfants qui sont nés dans une année, vous en avez 181 qui sont morts 1 an plus tard. Donc 181 pour 1000 pour la mortalité infantile des indigènes. Côté pieds noirs, on est à 46. C'est une façon de montrer l'accès à la médecine. La scolarisation. La France est très fière de ses écoles, on l'a vu avec la photographie de 1913. En réalité, en 1954, il n'y a que 20 pour 1000, 20 Algériens sur 1000, c'est rien en fait, hein. 20 Algériens sur 1000 vont à l'école, ils seront 100% à être scolarisés chez les pieds noirs, puisque je vous rappelle que l'école est obligatoire, mais elle est surtout obligatoire en Algérie pour les pieds noirs. Et pour les Algériens, pour les indigènes, elle est relativement facultative. Et puis la prospérité, la taille des exploitations agricoles en hectares, 14 hectares, ce qui est relativement modeste pour les paysans arabes, les paysans indigènes,
Et puis vous avez ici un, 100 hectares pour les exploitations européennes pieds noirs. Donc évidemment, des pieds noirs qui sont beaucoup plus riches que les populations arabes. Dernière chose qui remet un peu en question la vision idyllique que les Français portent sur le regard idyllique qu'ils ont à l'égard de l'Algérie, c'est le droit de vote. Alors, on va revenir à 1936. 1936, vous vous rappelez, vous avez Léon Blum qui porte au pouvoir le Front populaire. La gauche arrive au pouvoir, c'est les congés payés, c'est les réformes sociales, etc., etc. Mais parmi les projets qu'il y avait eu, il y avait eu le projet qu'on appelait Blum-Violette. Violette, c'est le monsieur qui est là, Maurice Violette, et ils vont essayer de faire une réforme en Algérie qui aurait peut-être pu changer le cours de l'histoire, quoique. C'était d'accorder le droit de vote aux indigènes, donc d'accorder le droit de vote aux arabes. Évidemment, dans une colonie, seuls les pieds noirs ont le droit de vote, les arabes sont exclus du droit de vote. Et on peut se poser évidemment la question, est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est en rapport avec les valeurs républicaines? Dit d'autre manière, ce qui est pratiqué en métropole, dans la République française, n'est pas appliqué dans les colonies dirigées par cette même République. Donc, le projet Bloom-Violette sera un échec et les Arabes n'ont toujours pas le droit de vote en 1954. Alors, 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie. Hein, il y aura cette séparation entre d'un côté les espoirs fondés dans l'Algérie et puis la réalité. Et donc la guerre d'Algérie va commencer le 1er novembre 1954 avec ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge. Donc vous avez un nouveau parti qui s'appelle le FLN, le Front de Libération Nationale. C'est un groupe d'Algériens qui réclament l'indépendance de l'Algérie et qui a choisi un mode d'action très particulier qui est l'action militaire violente. Ce sont ça les deux idées fortes du FLN, l'action violente, l'action militaire, et puis l'indépendance de l'Algérie. Il est hors de question de transiger sur ces deux points. Et donc, le FLN est créé en 1954 et il veut marquer les esprits par une série d'attentats. Vous allez avoir plusieurs dizaines d'attentats le 1er novembre 1954 dans toute l'Algérie. Et s'il fallait en choisir un, il y a eu un symbole, c'est l'assassinat le 1er novembre 1954 de Guy et Janine Monroe. Ce sont deux très jeunes instituteurs. Donc ils incarnent la France, la laïcité, la République, l'école, et des membres du FLN les arrêtent, eux et tout le bus qui les conduit jusqu'à leur nouvelle école, et ils sont arrêtés et ils seront exécutés par les membres du FLN. Alors Guy Monroe, lui, va mourir, Janine Monroe, elle ne sera que grièvement blessée, mais ils sont les premières vraies victimes de cette guerre d'Algérie. Donc le FLN déclare la guerre à la France. Alors, on va pas faire toutes les batailles, hein, c'est hors de question. 1954-55, ce sont vraiment des massacres, des tueries, des attentats commis par le FLN. Et très rapidement, la France va réagir d'une manière tout aussi brutale, avec notamment 1957, s'il fallait retenir un seul symbole, la bataille d'Alger. Là, on décide d'exterminer, d'éradiquer le FLN à Alger. L'armée contrôle toute la population, contrôle toute la ville, et pour cela, elle va utiliser une arme redoutable qui est l'AGGN. C'est devenu le symbole de la bataille d'Alger. L'AGGN, c'est une espèce de dynamo électrique. En fait, vous électrocutez les Algériens arrêtés et vous leur faites avouer où sont cachés les militants du FLN. À partir de 1957, la torture est systématiquement, je dis bien systématiquement, utilisée par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. On en reparlera, ça pose énormément de problèmes, notamment de mémoire, mais également de relations avec l'Algérie aujourd'hui. Mais vous avez donc notamment cet événement, l'utilisation de la torture. Alors certains vont dire, oui, mais le FLN est aussi terrible, commet également des actes de barbarie dans ces attentats, c'est vrai, mais le FLN va prendre le pouvoir en 1962 et il va fonder une république algérienne qui sera une dictature. Donc finalement, le FLN, qui n'est pas un parti démocrate, va pratiquer un mode d'action qui n'est pas contraire à ses valeurs. La question de la torture en France sera posée de manière complètement différente. La torture est contraire aux valeurs de la République. Et donc la France a violé elle-même ses propres valeurs par la torture. On va s'arrêter là pour cette première partie. Donc un petit peu de chronologie, on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Et s'il fallait retenir deux idées, l'Algérie occupe une part
particulière pour la France,